qui a été marquée d'une façon assez importante par une mobilisation qui avait une ampleur qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps au Québec. Une mobilisation qui, en fait, a réussi à faire en sorte que le gouvernement est obligé de reculer sur plusieurs points, sur plusieurs objectifs qu'il avait, d'imposer des reculs aux conditions de travail des travailleurs et des travailleuses des secteurs publics et parapublics au Québec. Et surtout un gouvernement qui visait la fonction publique. Parce que dans la pensée du gouvernement, c'est beaucoup plus difficile pour les fonctionnaires, les gens de la fonction publique, d'aller chercher l'appui de la population que ça l'est pour les personnes de la santé et services sociaux, que ça l'est pour les personnes de l'éducation. Parce que fréquemment, vos emplois, pour la population, on ne sait pas trop ce que vous faites. Hein, c'est une vérité. Donc, il y avait une difficulté qui était là à surmonter. Par contre, vos tactiques et vos stratégies, et surtout la solidarité dont vous avez fait preuve, a permis justement d'aller au-delà de ce rideau qui vous sépare de la population et d'aller tendre la main à la population et faire en sorte que les gens ont compris pourquoi vous vous battiez, que ce n'est pas seulement pour vos conditions salariales que vous avez tenu ces mobilisations, mais également que vous avez tenu ces mobilisations pour les services publics et pour la valeur des services publics. Par contre, la négociation, elle est maintenant terminée. Il est tout à fait normal qu'après une grande mobilisation, une négociation, qu'il y ait une période où la mobilisation et l'engagement, si on peut dire, tombent en dormance un petit peu. C'est normal parce qu'on vient de vivre une période assez intense. Il faut récupérer ses forces. Par contre, ce qu'il faut absolument tenir compte, c'est que le gouvernement, comme Christian a mentionné, lui, n'arrête pas. C'est un gouvernement qui a une inspiration néolibérale assez forte, qui, par ses politiques d'austérité, tente essentiellement de revoir le lien entre les services publics et la population québécoise et qui prend pour cible, il faut l'avouer, ses salariés pour aller faire des économies et les usagers qui sont les plus dépendants de la société. Il ne fait pas beaucoup d'économies et de coupures dans les services aux entreprises, ni dans les services aux grandes fortunes. Et il y en a au Québec. Dans ce cadre-là, ce gouvernement attaque directement les services à la population et ses employés. De façon à faire quoi? À dégager les surplus budgétaires dont on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire avec. On fait peur à la population avec beaucoup de choses et en plus, on tente de dénigrer les services publics et surtout la fonction publique comme à quelque chose de non efficace. Bon, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Et ce gouvernement calque beaucoup ses politiques et ses façons de faire, ses coupures, ses politiques d'austérité, qui sont très rigoureuses, hein, on va dire, là, ces politiques d'austérité sur qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais ailleurs dans le monde, les gens, comme vous l'avez fait, ne restent pas inertes, ne restent pas immobiles devant cette poussée d'austérité. Les gens agissent et se mobilisent. Se mobilisent non seulement pendant la négociation collective, mais entre les périodes de négociation collective. On va faire des alliances avec la société civile pour agir à un niveau très important que vous ne devez pas délaisser, qui est le niveau politique. Vos emplois, vos qualités de vos emplois, vos conditions de travail, elles sont essentiellement le résultat de décisions politiques. Lorsqu'on parle de compression, de politique d'austérité, tel que Christian vient de vous donner un exemple, c'est une décision qui est politique. Ce n'est pas une décision qui est imposée au gouvernement. Et pour changer les décisions politiques, il faut pouvoir agir sur le plan politique. Il faut pouvoir agir donc en alliance entre les négociations collectives avec les groupes qui ont les mêmes intérêts que nous. Mais pour cela, votre organisation syndicale doit disposer des ressources essentielles. Donc, il ne faut pas avoir la réaction de couper les ressources aux organisations syndicales, parce qu'elles font tous face aux mêmes problèmes au Québec. Avec le renouvellement de leurs membres, leurs revenus baissent. Il faut défendre cela. Il faut garder un niveau de ressources dans les organisations syndicales pour qu'elles puissent non seulement offrir des services, mais également agir sur le niveau politique de vos conditions de travail. Un des premiers combats qui devrait mener, et ça, je vais rentrer dans cela immédiatement, c'est le combat du 15 de l'heure. Plusieurs personnes syndiquées, non seulement au SFPQ, mais ailleurs, disent oui, mais si le combat de 15 de l'heure, nous, on n'est pas capable d'obtenir des améliorations salariales importantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le salaire minimum dans une société crée un plancher, à partir duquel il y a des hausses salariales pour le reste des gens et surtout les personnes syndiquées. Donc, lorsqu'il y a une bataille pour améliorer un 15 de l'heure, par exemple, un salaire minimum, éventuellement, ça a un effet sur les salaires de tout le monde. Parce que c'est le plancher en négociation collective. Et pour ceux et celles, surtout, qui fréquemment sont syndiqués et qui ne gagnent pas 15 piastres de l'heure, il faut se rappeler une chose. C'est que le droit québécois, la loi, dit qu'aucune convention collective ne peut offrir des conditions en dessous des normes minimales. Donc, ça a un effet ascenseur qui est là. Non seulement ça, c'est dans une société les plus riches où il y a une meilleure redistribution de la richesse, à ce moment-là, il y a plus de solidarité qui se dégage entre les gens. Et on a une économie beaucoup plus forte. Un des discours qu'on entend autour du 15 de l'heure, c'est que ça va faire en sorte que les PME vont avoir de la difficulté.
En réalité, il y a des expérimentations qui ont été faites aux États-Unis qui démontrent que cela est faux. Lorsqu'on améliore le salaire minimum, ça touche ceux qui sont à très bas revenus, ils tendent à le dépenser. En réalité, ça crée de l'activité économique. Il y a eu des expériences qui ont été faites dans les fast-foods. Présentement, aux États-Unis, il y a une mobilisation extrêmement importante autour du 15 de l'heure. Une mobilisation de personnes non syndiquées fréquemment, qui se mobilisent et qui font des actions collectives pour défendre les 15 de l'heure. Ça commence à avoir des impacts. La Californie qui se dirige vers un salaire minimum de 15 de l'heure, il y a des villes telles que New York, San Francisco et d'autres qui établissent des législations municipales disant qu'à l'intérieur des frontières de la municipalité, il ne peut pas y avoir un salaire en bas de 15 de l'heure. Donc, on est capable d'aller chercher des victoires sur ce plan-là, et ça fait en sorte que les organisations qui se mobilisent pour ce faire créent des alliances extrêmement solides et rebâtissent, pour ainsi dire, leur image dans la population. Vous devez donc appuyer vos organisations syndicales pour ce genre de politique, parce qu'elles vont rejoindre fréquemment les personnes que vous desservez, qui sont les plus démunies de la société. Elles permettent de donner une image d'action sociale très positive à vos organisations syndicales. Deuxième raison pourquoi il faut continuer la mobilisation, c'est qu'entre les négociations collectives, le gouvernement qu'on a présentement ne cesse pas ses activités liées à l'austérité, ses activités liées à la restructuration de l'État. Les seules personnes qui peuvent vraiment faire en sorte qu'on infléchisse une direction nouvelle aux politiques et aux pratiques du gouvernement, ce sont vos organisations syndicales. Et ça veut dire que c'est vous. Vous devez garder une alliance très forte et une mobilisation très forte avec vos organisations syndicales. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, tel que je mentionnais, s'assurer que vos représentants et vos représentantes et la structure syndicale aient les ressources possibles pour continuer les activités de mobilisation et de représentation. C'est la première chose qu'il faut faire. Deuxième chose, ça exige une participation importante aux assemblées. Vous ne pouvez pas voir vos organisations syndicales uniquement comme des organisations de service auxquelles vous participez dans les instants de mobilisation, dans les instants de négociation. Il faut plutôt investir les assemblées syndicales et appuyer nos représentantes et nos représentants sur les lieux de travail en se faisant les yeux et les oreilles de l'organisation syndicale. Autrement dit, être capable de voir qu'est-ce qui se passe dans les milieux, de façon que vos organisations syndicales aient de l'information. Donc, agir, ça c'est une forme de mobilisation. La mobilisation, c'est pas seulement prendre des pancartes et sortir. C'est d'être au courant et être alerté que sur les lieux de travail, à chaque jour, votre employeur applique des mesures d'austérité, des mesures de réorganisation du travail. Et les seules personnes qui peuvent les dénoncer, ce sont vos représentants. Vous-même, individuellement, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez un devoir de loyauté. Vos représentants peuvent le faire et ils peuvent l'amener également à l'employeur et les contester. Mais pour cela, ils doivent sentir votre appui. Donc, vous devez être présent dans les assemblées syndicales et vous devez également être actif sur les lieux de travail. Une autre raison pour laquelle cela est très important, il y a un renouvellement important des effectifs dans toutes les organisations syndicales des secteurs publics et parapublics. Les jeunes qui arrivent, les nouvelles et les nouveaux qui arrivent dans les organisations syndicales n'ont pas la culture syndicale. Moi, j'enseigne en relations industrielles. La majorité de mes étudiants n'ont pas la culture syndicale. Et ce sont des étudiants de relations industrielles. Il faut leur transmettre des valeurs. Il faut leur expliquer pourquoi l'organisation syndicale existe. Quels ont été les combats passés. Et Dieu sait très bien que vous avez fait des gains très importants dans le passé. Juste la question de la sécurité d'emploi, de vos avantages sociaux, la préservation de votre régime de retraite, sa création, ce sont des résultats de mobilisation et de bataille syndicale qu'il faut mettre en valeur. Trop souvent, aujourd'hui, les gens tendent à voir les gains qui ont été passés comme étant des acquis. Mais ces acquis-là sont fragiles. Ce sont des acquis qui peuvent partir s'il n'y a pas de mobilisation et une conscience qu'il faut les défendre. Et pour cela, ça prend une relève syndicale qui est active. Donc, il faut se développer sur les lieux de travail un discours positif envers l'organisation syndicale. Qu'est-ce qu'elle sert au-delà de donner des services? C'est également une représentation et un organe de solidarité, qui est la seule qui peut parler contre les mesures d'austérité du gouvernement. Il faut également amener les gens à participer aux assemblées syndicales. Donc, il y a un travail important qui doit se faire de transmission de valeurs et de transmission de comment on perçoit les organisations syndicales. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est dans les sociétés, la première chose au Québec, le premier problème que l'on a, c'est qu'on n'a pas sur le plan politique de parti politique qui est travailliste. On n'a pas un parti qui représente les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Ce sont les organisations syndicales qui doivent le faire.
Et le syndicalisme québécois, il ne faut pas s'en cacher, c'est un syndicalisme aujourd'hui, comme ailleurs dans le monde, c'est un syndicalisme de secteur et de services publics. Sur les 1 200 000 membres des organisations syndicales au Québec, 53 sont dans les secteurs publics et parapublics et dans les services publics. Donc, l'avenir même du syndicalisme dépend de si on a des organisations dans les secteurs publics et parapublics qui sont vibrantes et qui sont vivantes. Il faut amener de l'eau au moulin, de façon à ce que les organisations syndicales puissent s'adapter au changement, mais pour cela, les membres doivent être présents. Ce n'est pas « je veux venir ici aujourd'hui et venir vous chercher des hot dogs hein? ». C'est venir, c'est également à participer aux assemblées quand on peut et amener des idées dans les assemblées. De faire en sorte justement qu'il y ait des débats et des débats d'idées dans les assemblées et des échanges entre les gens. Il faut amener les jeunes, non pas en disant aux jeunes qu'ils ne comprennent pas, mais en introduisant un échange avec eux et elles, pour comprendre leur réalité, mais également pour les amener à comprendre les organisations syndicales. Et cela ne peut pas venir uniquement du haut vers le bas. Ça ne peut pas venir de la structure syndicale. Ça doit venir des collègues de travail à tous les jours. Et ça ne veut pas dire avoir une attitude conflictuelle sur le lieu de travail. Ça veut dire tout simplement être alerté et donner de l'information aux gens sur qu'est-ce qu'une organisation syndicale fait pour elle et eux, à tous les jours. Donc, comment elle défend les gens et d'où viennent les conditions de travail des gens. C'est sûr qu'on a un historique au Québec, depuis environ 20-25 ans de temps, où les organisations syndicales sont sur la défensive. Mais lorsqu'on compare avec ailleurs, dans les secteurs publics et parapublics, vous êtes parvenus à conserver des jalons de vos conditions de travail qu'ailleurs, ils n'ont pas pu conserver. Par exemple, la sécurité d'emploi. C'est pas parfait, mais ça existe. Ailleurs, c'est beaucoup moins vrai dans les secteurs publics et parapublics. Là où les organisations syndicales ne se sont pas mobilisées avec leurs membres, ils ont été pris un petit peu par la porte d'en arrière par des gouvernements, qui ne sont pas gênés pour sanctionner des lois qui visaient essentiellement à affaiblir les organisations syndicales et à détériorer les conditions de travail. Fréquemment, s'il n'y a pas de mobilisation, s'il n'y a pas une participation des membres aux assemblées syndicales, ça rouvre la porte aux différents gouvernements pour utiliser des stratégies et des restructurations qui visent la privatisation des services éventuellement. Comment on le fait? En détériorant les conditions de travail à l'interne, en faisant en sorte qu'on n'est plus capable de donner des services à la population et éventuellement les services vont ailleurs. Et la population n'y voit rien. Elle n'y voit que du feu, mais c'est ensuite, lorsqu'elle veut avoir accès aux services, que les populations en payent le prix. Et les travailleuses et les travailleurs des secteurs publics et parapublics également en payent le prix. La seule façon qu'on peut infléchir un gouvernement, c'est en se mobilisant. On le voit un peu partout. Hein? Mais là, on ne parle pas de mobilisation de toutes sortes de situations. Il y a des situations qui sont très différentes. On ne parle pas de la Grèce ni de l'Espagne, où la situation économique du pays et politique, c'est un désastre. On parle ici de mobilisation dans les lieux plutôt comme au Québec et dans le reste du Canada. De mobilisation, donc, qui nous permettent de conserver des acquis, mais il ne faut pas attendre de subir des attaques. Parce qu'au Québec, les stratégies des différents gouvernements depuis 25 ans, c'est plutôt que de procéder par un Big Bang, donc de vous attaquer d'une façon frontale, on tente d'utiliser une approche qu'on appelle une approche par sédimentation. Donc, une négociation, on attaque un petit peu, on tente d'aller arracher un petit peu de concession. La prochaine, de façon à ce qu'éventuellement, à travers le temps, on a un secteur, un service public qui est restructuré, et qui est restructuré comment? D'une façon qui est défavorable aux personnes qui y travaillent. Et ça, c'est un point important. Vous devez être en mesure, dans vos communautés et chez les personnes que vous connaissez, de parler de vos conditions de travail, mais surtout de l'utilité de ce que vous faites. Trop souvent, on se cache. Il ne faut pas se cacher. D'abord, il faut dire, vos conditions de travail sont des conditions normales. Ce ne sont pas des conditions de travail qui sont anormales. Hein? Vos conditions de travail, vous les méritez, il faut le dire. Il faut dire également à quoi vous servez. Il faut être fier de travailler dans la fonction publique. Il faut être fier d'une personne qui travaille dans les services publics, parce que c'est quelque chose qui contribue à la société. Et trop souvent, les Québécois et les Québécoises sont gênés, ceux qui travaillent dans les secteurs publics et parapublics, de mettre de l'avant ce qu'ils font et ce que ça vaut. Et surtout de la réalité de leurs conditions de travail. Il faut pouvoir en parler. Il ne faut pas se gêner d'en parler dans nos milieux. Donc, il faut se mobiliser de ces façons-là, de mettre le discours sur la table. Ça doit venir de vos structures syndicales, de vos organisations syndicales, mais également, ça doit venir de vous. Et la première place à aller, c'est de participer dans vos assemblées et également parler avec vos collègues, de façon justement à appuyer vos représentantes et vos représentants. S'ils ne sont pas appuyés par vous, ils ne seront pas écoutés par l'employeur. Et en plus, ils n'auront pas de relais politique. Donc, vos organisations syndicales doivent travailler sur le plan politique en créant des alliances avec d'autres, surtout avec les groupes sociaux, pour défendre les services publics.
Parce qu'on a un gouvernement qui, d'une façon pernicieuse, introduit toujours des petites pans de réformes qui font en sorte que ça nuit à la société. Et ça nuit au service. On a également un gouvernement qui ne se gêne pas pour appauvrir vos conditions de travail. Vous avez des charges de travail qui sont de plus en plus élevées. Vous avez des conditions de travail qui se dégradent tranquillement en raison de cela. Ça nuit au climat de travail. Ça fait en sorte que les gens ont des problèmes au travail. Mais ce ne sont que vos organisations syndicales qui peuvent vous défendre. Elles ne peuvent que vous défendre si vous vous mobilisez derrière elles. C'est des expérimentations, des expériences partout, on le voit. L'Alberta, on le voit très bien, Christian parlait tantôt. Mais grâce au travail des organisations syndicales, avec les groupes sociaux, on va améliorer le salaire minimum. Puis on parle d'un contexte ici où les gens sont relativement à droite. D'un contexte où les gouvernements également sont relativement à droite. Le NPD ontarien, en Alberta, c'est pas la même chose qu'ailleurs. C'est un gouvernement qui est un petit peu plus à droite qu'ailleurs. Mais quand même, on est parvenu à faire un changement politique important après 50 ans de gouvernement conservateur. Donc, c'est vers là qu'il faut viser sur le plan politique. À l'intérieur de l'organisation du travail, des organisations conventionnelles, il faut être capable d'alimenter nos représentants syndicaux. Et la première place, c'est en les appuyant, en faisant en sorte que leur travail est valorisé et qu'ils sentent que leurs membres sont derrière eux. Donc, c'est pas juste voir l'organisation syndicale comme étant une organisation de service, mais c'est également la voir comme une organisation de représentation, de mobilisation, là où on peut dégager de la solidarité. Et pour cela, vous devez être capable de participer dans vos assemblées syndicales. Cela, comme je l'ai mentionné tantôt, est très, très important dans le but où ça amène de la démocratie au travail et ça va bloquer les projets du gouvernement. Présentement, on a un gouvernement qui se désiste de ses responsabilités. On le voit très bien, C'est un gouvernement qui a beaucoup de difficultés il faut l'admettre, à avoir un comportement éthique. C'est ça se reflète à l'intérieur de l'organisation. C'est un gouvernement qui a beaucoup de difficultés à garder, si on peut dire, une ligne droite. Ce qu'il demande à nous, comme citoyens, ça n'a pas de l'air à s'appliquer à lui. Ça, on le voit très bien, À chaque jour, il y a des scandales. Puis il y a des scandales. Puis il y a des scandales. Ce que ça provoque un petit peu pour les personnes qui travaillent dans le secteur public-parapublic, j'écoutais la radio poubelle en m'emmenant, une des radios poubelles, puis ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas de distinction entre les politiciens et les fonctionnaires. On ne fait pas de distinction à ce qui arrive au niveau politique et des salariés. On couvre ça comme étant la fonction publique. Le gouvernement, c'est mauvais. C'est corrompu. On a des problèmes avec de très hauts fonctionnaires qui sont des nominations politiques, et ensuite on dit les fonctionnaires. Mais ce ne sont pas les fonctionnaires, Ce sont des personnes qui ont des nominations politiques, qui ont des problèmes assez évidents d'éthique. Vous devez absolument mettre ça sur la place publique, que ce n'est pas vous. Que vous êtes des salariés qui donnez des services à la population, qui aidez l'administration à fonctionner, et ce qu'on fait, c'est qu'on vous prive de ressources pour le faire. Et ensuite, on ouvre la porte au privé, et regardez ce qui arrive. On finit avec une commission Charbonneau. C'est à peu près là qu'on finit. On finit avec toutes sortes de scandales un peu partout, avec des amis qui font de la sous-traitance un peu partout, sans vraiment savoir si les services sont bons ou mauvais. Donc, vous devez ici équiper vos organisations syndicales pour les dénoncer. Puis la première chose, vous devez vous dire à vous-même, ce que vous faites comme travail est un travail de valeur. Ce que vous faites comme travail, c'est un travail qui a une valeur pour la société québécoise. Non seulement au niveau de la qualité des services que vous livrez, mais également au niveau de vos salaires et vos conditions de travail. Vous les méritez, vos salaires et vos conditions de travail. Il faut le dire, vous méritez encore plus, en réalité. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas se gêner d'en parler, Il ne faut pas se gêner de mettre ça sur la place publique. Moi, par exemple, j'ai toujours l'exemple, dans ma famille, des gens qui semblent connaître mieux les conditions de travail de ma femme qui est enseignante qu'elle. Qui croient tous qu'elle est super bien payée, qui croient tous qu'elle a un régime de retraite doré qui vaut 1 million de dollars. Donc, ils ont toute cette croyance-là. Mais on doit travailler à déconstruire cela. Parce que les gens prennent leurs informations où? Ils prennent leurs informations dans les radios poubelles, dans le Journal de Québec, etc., où on n'est pas trop sûr de la qualité de ce qui se dit. Mais les gens l'entendent. Et ça se répète. Donc, il faut développer un contre-discours à cela. Il faut développer un contre-discours qui valorise le service public et surtout qui justifie vos conditions de travail. En commençant à vous dire à vous-même que vous les méritez. Il ne faut pas se gêner de dire qu'on a un statut de fonctionnaire. Moi, j'en ai autour de chez moi. Moi, j'habite à Saint-Émile. J'en ai autour de chez moi. Je les entends dans le bus le matin. Ils ne veulent pas dire qu'ils sont fonctionnaires. Mais ils sont fonctionnaires. Il y a une raison pour cela. Le contexte dans lequel ils sont placés fait en sorte qu'ils sont gênés. Mais gênez-vous pas. Ce que vous faites, ça a une grande valeur. Vous devriez vous le dire à vous-même. Il n'y a pas de raison de se cacher, Puis vos salaires, vos conditions de travail, vous les méritez. Vous les méritez beaucoup. Et d'ailleurs, quand on compare avec le secteur privé,
pour des emplois similaires, vous avez un recul. Hein, que tranquillement, vous allez rattraper. Vous allez pouvoir seulement rattraper ces reculs-là si vous appuyez vos organisations syndicales. Donc, pour terminer, la mobilisation a permis de bloquer plusieurs projets de ce gouvernement qui voulait imposer des reculs très importants dans les conditions de travail. C'est un gain important. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça ne s'est pas fait seulement aux tables de négociation. Ça s'est fait grâce à votre appui. Mais il faut le poursuivre, cela. Il faut que ça se poursuive sur les lieux de travail pour appuyer vos représentants syndicaux à tous les jours. Il faut participer dans les organisations syndicales, dans les assemblées, parce qu'il y a une relève importante qu'il faut préparer. Sinon, l'avenir ne sera pas rose. Ensuite, il faut également transporter ce discours, être un porteur de ce discours dans nos familles, dans nos milieux, pour défendre nos conditions de travail. Sinon, on se met sur la défensive et la négociation, parce que ça arrive vite la prochaine négo en réalité. Hein. La prochaine négo qui va arriver en 2019-2020, on va être encore sur la défensive. Il faut profiter de l'élan qu'on a pour passer à l'offensive. Donc, pour terminer, je tiens à vous remercier tous d'être des fonctionnaires, d'être des personnes qui travaillent pour la population québécoise et de faire en sorte qu'on ait un gouvernement efficace. Et je vous remercie beaucoup d'être venus ici aujourd'hui participer à cette assemblée. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Noël. Écoutez, je vais me faire le porte-parole de l'ensemble des gens qui ont organisé ça.